Bien, bonjour à toutes et à tous. L'Université libre de la connaissance reçoit aujourd'hui Stanislas Landolfi, qui va nous présenter les grandes lignes de sa recherche, de sa pensée, de sa méditation, portant à la fois sur la nature et la structure de l'existence humaine et de son devenir, mais aussi sur la possibilité d'une voie métaphysique d'édification de l'homme. Cette voie portant à la fois sur une conception originale, spirituelle, ontologique, énergétique de la puissance, mais aussi sur une réappropriation et une reconsidération, pour ne pas dire avec Nietzsche une transvaluation des valeurs. Stanislas Landolfi, bonjour. Bonjour. Nous allons commencer cet entretien par la mise en évidence de deux grands récits qui constituent, me semble-t-il, dans ta pensée, on va se tutoyer, dans ta pensée à la fois des supports et des références majeures, ces deux récits étant l'Orestie d'Échille et la Théogonie d'Hésiode. Oui, alors, pour commencer par l'Orestie, ça va être brièvement dit, voilà, c'est le complot d'une mère, Clytemnestre, avec son amant Égiste, qui vont tuer le roi d'Argos, Agamemnon. Et donc, ça, c'est ce que j'appelle le complot, je fais une parenthèse par rapport à mon français, c'est ce que j'appelle le complot des parents, par rapport à une vue paranoïa analytique opposée à la schizoanalyse. Bref, Électre est folle de pathos, de façon hybride, elle est complètement dans la démesure, dans une vengeance démesurée. Et donc elle est sur la tombe d'Agamemnon, son père, ivre de vengeance. Donc elle fait appeler son frère Oreste, elle l'attend depuis un courrier qu'elle a envoyé, et quand il arrive, donc dépêché par sa sœur, ils assassinent Clytemnestre et Égiste, son amant, pour venger leur père Agamemnon. Donc voilà, ce mythe, je m'arrête là pour la tragédie, ce mythe en fait signifie chez moi la mort de Dieu, rien que ça, c'est-à-dire le Père éternel, qui est Dieu, là qui est incarné simplement par un Père mortel, mais voilà, c'est le lien de tous les pères vers le Père éternel, c'est une espèce de généalogie, de pensée généalogique patrilinéaire à l'occurrence. Et le côté matrilinéaire, évidemment, surtout quand les personnages de notre psyché sont, disons, clytemnestriennes, c'est le côté matrilinéaire que j'exècre. Voilà. Par contre, le côté électrienne, c'est ce que j'aime. Voilà. Et la compagne de l'homme se doit d'être électrienne. Et évidemment, ça n'empêche pas qu'elle devienne mère aussi. Donc voilà, il y a des mères, il ne s'agit pas de misogynie, bien sûr, ni de misandrie à l'inverse. Voilà. Nous sommes dans la métaphysique. Nous sommes dans la métaphysique, voilà. C'est la figure archétypale du père et de la mère, et du fils et de la fille. Voilà. Qui sont, dans ce mythe, je vois ces quatre personnages fondamentales, en fait, qui constituent toute la vie, pas seulement familiale, mais sociale. C'est-à-dire que chacun de nous peut être un Égiste, peut-être un Agamemnon, ou un Oreste, aussi bien que les femmes peuvent être des Électres ou des Clytemnestres. Voilà, une part bonne, une part mauvaise, une part en fait castratrice. C'est là que voilà, je viens à la pensée de la volonté de puissance nietzschéenne, puisqu'il parlait lui-même de castratisme moral, qui a inspiré le complexe de castration de Freud, bien qu'il se soit un peu dévoyé par le psychologisme un peu familialiste, quoi. Voilà.
là-dessus, je suis inspiré par Deleuze, mais quand même, j'ai des vues critiques de Deleuze sur le familialisme. Je vais après parler bien sûr, du mythe hésiodique, de la théogonie. Voilà. Donc, juste pour parler de cette critique du triangle oedipien, papa, maman, moi, et en fait, même Freud était d'inspiration nietzschéenne, et Deleuze était nietzschéenne de gauche. Des fois, il peut être gauche aussi, comme certains nietzschéens de gauche, comme mon frère. Enfin, et donc, en fait, j'appellerais ça, je rebaptiserais plutôt le triangle oedipien le triangle tragique. Voilà. Il se trouve que, en fait, l'inconscient est tragique, il est dionysiaque avant d'être oedipien, et c'est pour ça que j'essaie de fonder une alternative bipolaire, en fait, au complexe d'Oedipe, c'est le complexe d'Oreste. Voilà. Qui se base sur Nietzsche. Et évidemment, c'est toute la généalogie des pères, de la philosophie. Voilà. Oui, c'est en cela que la tragédie est pour vous fondatrice, puisqu'elle vous inspire ce retournement. Et oui, il se trouve que certains hommes sont tragiques, certains autres sont théoriques. Et j'ai des velléités, disons, de leur ressembler, à ces hommes tragiques. En tout cas, je les admire et j'essaie d'aller vers la puissance, moi aussi, puisqu'il s'agit d'une philosophie pratique, d'une praxis, hein, ce n'est pas une théorie de salon. Voilà. Bon, bref. Je vais parler du deuxième mythe hésiodique, celui-là. Qui là, c'est pareil, c'est la mort du père aussi, mais c'est la castration du père d'Ouranos. Voilà. Oui. Et donc c'est pareil, l'Ouranos et le ciel, Dieu en indo-européen se dit Dieu, qui veut dire ciel. Et donc c'est l'entité uranienne. Et son castratisme, c'est quelque part la mort de Dieu, dans le sens de l'avènement du nihilisme et de la décadence, en fait, en Occident et puis dans le monde. Donc voilà, ce mythe, c'est donc que chaque soir, comme le raconte Hésiode, Ouranos, le ciel, arrive avec son manteau de nuit, et donc viole son épouse Gaïa, qui cache dans ses replis leur progéniture bâtarde, les titans. Et elle donne à des scènes la serpe pour justement castrer Ouranos, le père. Et elle donne cette serpe à Cronos, Saturne, qui va être finalement qui deviendra le père de Zeus, Jupiter. Et en fait, cette tragédie, elle marque la gigantomachie, bien sûr, c'est la guerre contre les géants, que font les dieux aux géants. Les dieux sont les Olympiens, ils sont les petits-fils d'Ouranos, et ils défendent Ouranos, ils défendent le ciel. Ça, c'est important, parce que c'est l'idéalisme, en fait, qui va en procéder, l'idéalisme philosophique et même politique. Et les titans, donc, sont les enfants directs d'Ouranos et Gaïa, et ils vont être opposés à leurs descendants, les Olympiens. Donc les titans vont être les matérialistes, les matérialistes originels, disons. Et donc cette guerre gigantomachique, cette guerre de puissance, en fait, comme je l'appelle, qui est à la fois, je fais une parenthèse, entre éternel retour et volonté de puissance en même temps. Je me suis permis de contracter ça comme l'anneau de pouvoir de Wagner qui avait inspiré Nietzsche. En fait, ces deux concepts de Nietzsche, ces deux doctrines. Et donc la gigantomachie, c'est cette guerre finalement de l'être entre les forces qui sont dans l'homme, dans la psyché. Et donc ce tartare où vivent les titans, c'est ce monde intérieur, en fait, cet inconscient, comme on l'a appelé plus tardivement avec Freud, et qui est le monde des forces, des instincts, voilà. Et l'Olympe va être ce côté patriarcal, disons, phallique aussi, le monde de l'idéal, le monde des idées, l'ontologique, comme dirait Heidegger. Oui, d'ailleurs, ce terme de guerre de puissance, c'est le nom
générique, le titre que vous donnez, que tu donnes à ton travail et à cette dynamique de l'existence et de l'histoire humaine. Oui, Guerre de puissance. la guerre de puissance, qui est à la fois, donc je disais, l'éternel retour et la volonté de puissance. C'est-à-dire qu'il s'agit c'est d'inspiration arcturienne, hein, au tout début, enfin, en tout cas en philosophie, puisque c'est le mythe qui a peut-être motivé même Héraclite, même s'il s'opposait à Hésiode aussi. Bon. Et donc, elle est en deux temps. Il y a un front avec deux forces. Bon, certains disent qu'on ne peut pas se battre sur plus de deux fronts à la fois. Ouais. Là, il s'agit d'une guerre entre l'idéalisme et le matérialisme, mais plus en amont, sur le plan plus archétypal, du ciel et de la terre. Et dans son sein, l'enfer. Voilà. Donc c'est une guerre qui va déterminer le castratisme originel et le castratisme donc moral qu'on trouve en Occident aujourd'hui par la démocratie et toutes les forces de gauche, qui sont des forces finalement saturniennes, hein, si vous voulez, qui donc sont crépusculaires, qui vont descendre, qui vont aller vers le sein de la Terre. C'est-à-dire en fait rien d'autre que le monde spirituel de l'inconscient, les fantasmes qui sont rien d'autre que la réification des démons, c'est-à-dire des titans. Le désir lui-même, c'est ce Saturne, c'est ce diable nommé désir. Voilà, cette libido de Freud, c'est la pétrification aussi, sauf que c'est pas une pétrification phallique comme dans le mythe de Persée. C'est simplement la réification, l'objectivation de ces forces qui sont personnifiées dans le monde antique et même médiéval. Alors, peut-on dire que cette guerre que tu évoques, qui est vraiment le cœur de ta pensée et de ta lecture donc du devenir de l'existence humaine et de l'histoire, peut-on dire que cette guerre est structurée et renvoie à ce couple célèbre, rendu célèbre par Nietzsche, de Dionysos et d'Apollon? Parce que ce couple innerve et structure, polarise ta pensée grandement. Oui, tout à fait. C'est justement que l'un va être côté, bon c'est tous les deux des Olympiens, mais l'un va être du côté de la terre et l'autre du côté du ciel. Apollon, le dieu de l'harmonie, donc fait de la musique avec Dionysos. Ce sont deux principes archétypaux et primordiaux, donc qui vont fonder dans le jeu musical tout le monde, l'opéra de la vie, un grand canevas cosmique, une grande partition en fait de l'être. Et ils le font par ce devenir qui était lui aussi quelque part lié à la gigantomachie. C'est le devenir qui est toujours un arc tendu entre deux forces et qui va motiver tout l'étang en fait. Voilà. Sauf que cet étang peut être trop figé. C'est pour ça que le terme de Nietzsche, qui était musicien, qui était un disciple, disons, de Wagner, puisque ce Dionysos et Apollon viennent de Wagner, la naissance de la tragédie l'a juste repris, puis lui a fait hommage à l'époque. Oui, voilà. Les valeurs chez Nietzsche, ce sont les notes, en fait. Ce sont des notes des notes de la vie. C'est à la fois la note d'un devoir, qui va être une évaluation, une qualité, un objectif, et c'est à la fois la valeur qui va être, que je juge ailée, puisqu'elle est, quand on se tient dans la tragédie, c'est-à-dire dans l'intensification de ce jeu musical et mathématique. Donc voilà, c'est quand on se tient dans ce jeu musical de valeurs, c'est la tragédie, c'est-à-dire qu'on atteint une espèce de l'extatique, le nihilisme extatique, c'est le nihilisme se renverse. Voilà. Et là, c'est le moment du surhumain, simplement. C'est que la volonté de puissance qui motive toute la tragédie de la vie, c'est ce Dionysos, disons, qui va être cette mania dionysiaque, la volonté de puissance,
qui va donc motiver tout l'être humain, en fait, comme un instinct, une trame et une toile de fond qui va le déterminer. Maintenant, on peut faire l'image pour réunir les deux, Apollon et Dionysos, qui sont donc ces deux musiciens qui font une espèce de bœuf, disons, cosmique. Ils vont... Ou opéra, comme tu... Oui, c'est plutôt un opéra, bien sûr. Tu l'évoques souvent. Et c'est écrit, un opéra, c'est surtout très construit. Certains sont aussi sont moins montés quoi, que d'autres. Mais bon. Voilà. Et donc, c'est un peu... Il faut s'imaginer aussi cet Apollon sur son char qui porte le soleil. Et en fait, on imagine qu'Apollon a l'air si sublime, sans cesse apparaissant, comme on l'appelle. Mais en fait, c'est le char et la monture, c'est Dionysos. C'est lui qui pousse, qui est ce soleil même de minuit, ce soleil noir de minuit qui fait monter le soleil, l'aurore, à l'aurore. À l'aube. Jusqu'au soleil rouge. Et jusqu'au soleil, jusqu'au midi, jusqu'au grand midi dont parlait Nietzsche. Voilà. Et cette époque traduit cette montée nocturne du soleil, en fait, voilà, dont certains voient déjà l'aurore advenir. Ils ont une vision à long terme. Alors que les vues de notre temps, de nos contemporains, sont plutôt de court terme. La philosophie aide, disons, à la vision. Alors qu'est-ce qui fait que dans ce grand opéra qu'il y ait, alors pour reprendre une image liée à la musique, même si c'est un peu un terme un peu vulgaire, qu'il y ait des couacs, ou en tout cas qu'il y ait des dissonances, que l'accomplissement de l'harmonie, que dans l'accomplissement de l'harmonie, il y ait, disons, différents degrés ou différents niveaux dans la montée, disons, de la puissance. Ce sont les octaves. Qu'est-ce qui résiste à la montée de la puissance? Voilà, il y a donc cette trame, une espèce de lame de fond qui motive l'être, le Dasein, l'être humain, vers l'accomplissement de la tragédie. Et donc même si dans la musique on compte 8 octaves au moins, là j'en compte 5. Alors, je les appelle les gyrons aussi. Les gyrons parce que voilà, il faut rappeler que je parlais de la terre, du père, voilà, et que d'abord nous sortons du sein de la mer, donc un peu comme si nous sortions du Tartare, un peu comme des titans. Et ça s'origine peut-être là. Bien que non, puisque le père, dans les traditions patriarcales, grecques et latines, qui m'inspirent, place le phallos chez les Grecs, ou le fascinus chez les Latins, c'est le principe patriarcal, le principe du père, qui est créateur, c'est le Priape, qui était un dieu, même un des dieux principaux voilà, à l'époque. Qui est devenu le Liber Pater à Rome, puis finalement c'est devenu le Yahvé chez les Juifs, donc toujours le Père éternel qui devient, voilà, et qui est comme un coq, est placé comme dans la question qui de l'œuf ou de la poule est-il sorti ou venu le premier, mais c'est le coq qui est le premier en fait. C'est ni l'œuf ni la poule. Voilà. La poule est dans l'œuf et l'œuf est dans la poule, ça. Voilà résolu une grande énigme. Oui, mais ça c'était déjà depuis l'Antiquité. Avec le phallos, le culte du phallos était très important à l'époque. Et donc, c'est lui qui va être le principe paternel, céleste, qui va déterminer cette volonté de puissance. En fait, la volonté de puissance, c'est un vivier ascendant. Est-ce que quelque chose, peut-être, ce que n'a pas dit Nietzsche, c'est quelque chose, l'aspire, l'attire comme ça. Et ça, c'est l'idéal de puissance. C'est le fascinus chez les latins, le lenga chez les Indiens, ou le phallos chez les Grecs. Voilà. Et Freud parlera de phallus, qui est une représentation juste du sexe, mais qui convient bien à ce déterminisme-là, qui est au-delà de la psyché simplement empirique, motive aussi par l'angoisse de l'astration, ça motive aussi la volonté de puissance, disons, chez un homme. Voilà. Et même chez une femme aussi. Il y a aussi des surfemmes.
En fait, ça n'a pas été dit. Donc le surhomme, évidemment, le surhumain, c'est le surhumain. Oui, c'est le générique. C'est évidemment générique, c'est au-dessus de l'homme. Oui. Voilà, il y a le singe, l'homme et le qui est un sursinge, de l'être humain, le surhomme. Mais je renvoie moi à un surhomme et à une surfemme, parce que c'est incarné dans des individus aussi, et pas simplement à une espèce, disons. Voilà, donc je maintiens l'idée de Übermensch, qui est donc le surhomme et donc la surfemme. C'est pour bipolariser les choses et pour pas faire de neutralisation du genre, en fait. Voilà. Et en même temps, pour plonger dans une incarnation voilà. au travers d'individus. Oui, c'est ça. De sexe masculin oui, et de c'est ça, sexe ce que féminin. je disais, hein, Oui, c'est tout à fait ça. ça. Voilà. Donc bon, les girons donc, partent donc de la mer, du sein de la mer. Sauf que c'est tout simplement qu'il y a une mère et un père. Ils font un enfant, l'enfant naît, donc il sort de la matrice, donc du sein de la mer, qui est un avatar, disons, de Gaïa, si vous voulez, la Terre. Et donc il y a un principe qui le meut, qui est aspirant, c'est le fascinus, c'est-à-dire qui fascine l'enfant à naître. Et qui donc, là il y a un triple mouvement qui est important, avant de parler des 5 girons ou des octaves du grand opéra, qui est important, même si c'est peut-être aussi quelque chose d'un peu plus substantiel et pas tellement fluide comme les valeurs ailées, disons, de l'opéra à des hauts niveaux d'octave. Oui, voilà. ce serait plutôt ce que vous appelez, ou ce que tu appellerais le ciel. Oui, oui. Voilà, ça, on y viendra tout à l'heure. Oui, voilà. Donc là, il se trouve que, donc, voilà, il y a la matrice s'internalise dans le fœtus. C'est ce que j'ai vraiment l'impression qu'un nouveau-né, en fait, est sorti du sein, bien que finalement, psychiquement, il n'en est pas sorti. Il est encore dans le sein. C'est ce qui fait que notre nature de néoténique, de fœtus de singe, comme dit Louis Bolk, un paléoanthropologue, voilà, qui est l'inventeur du terme, qui est l'inventeur, non pas du terme, mais de la néoténie humaine. D'accord. Voilà. C'est important pour la chair, pour le corps, ou en tout cas l'image. La chair en tant qu'image, représentation du corps, c'est une image dans le monde de l'âme, qui enveloppe, selon moi, tout. Mais on en parlera plus tard. Donc, d'abord, il y a la matrice qui selon moi, s'internalise dans le fœtus. Et à la naissance, elle s'internalise en devenant l'appareil psychique, et elle va s'externaliser en devenant le sosus. Donc voilà, il y a donc un mouvement. Et au moment de la connaissance, on va voir avec les 5 girons quel est ce moment. C'est donc que le sosus en fait est en quelque sorte sublimé, transcendé par le ciel, et que j'appelle comme les Grecs le faisaient, l'Olympe. Voilà. Donc ces 5 girons sont dès la naissance le giron narcisséen, c'est-à-dire le moment ni de l'ego, ni de l'objet, ni du sujet. C'est le moment schizophrénique, en fait, mais naturel, du nourrisson, qui n'a pas de personnalité construite, ni de monde, d'une représentation du monde construite. Il est donc, c'est le giron du soi non objectivé et non subjectivé. Voilà. Ensuite vient... C'est un état de fusion. C'est un état où il y a encore effectivement la fusion avec la mère, puisque le psychisme est encore dans la matrice, comme je disais tout à l'heure. Et puis, à mesure que le temps passe, il y a ce que les phénoménologues appellent l'intentionnalité, qui va objectiver en fait les objets. Donc c'est l'appréhension des objets de l'enfant. C'est le moment donc pardonnez-moi, c'est le moment narcissien aussi de l'objectivation. Voilà. Et ensuite, après ce moment d'objectivation, vient le giron oedipien, qui va être le moment de la subjectivation de l'autre, hein, la constitution de l'autre, qui est donc le papa, maman, moi, ma soeur, mon frère, des personnes. La formation des personnes, c'est la formation des personas.
Une première socialisation. Une première socialisation, mais c'est pas tout à fait ça. C'est pré-social en Oui. fait. Je préfère dire pré-social, c'est juste familial. Il y a bien une distinction entre le giron intime, le giron familial et le giron social qui vient ensuite. Vous allez voir pourquoi je parle de ces girons. Parce que voilà. Parce que c'est vrai que les anthropologues ont tendance à dire la première cellule ou la première société, souvent c'est la cellule familiale. Ouais. Mais c'est bien de préciser, comme tu le fais. Je distingue les deux, après je me trompe. Le giron social vient ensuite, c'est le giron sisyphien. Alors on connaît le mythe de Sisyphe qui va monter comme un bousier, le caillou qui retombe dans ce tartare d'ailleurs. Hein. Et donc là c'est l'éternel retour du métro boulot dodo, du quotidien, de l'usine, etc., du monde moderne. De l'épreuve sans fin. De l'épreuve sans fin. Quelque peu absurde. C'est absurde, c'est sûr que l'éternel retour chez Nietzsche, quand il dit la vie est un hiatus entre deux néants, il y a quelque chose d'absurde aussi, c'est à nous de donner du sens à cet abîme en fait. Et surtout que l'expérience fait qu'il y a des lois. Il y a des lois, mais je pense que c'est nous qui les inventons, encore une fois. Voilà. Et il vaut mieux, parce que si c'était quelqu'un d'autre, si c'était une loi morale ou une loi naturelle, alors dans ce cas-là, on ne pourrait pas forger notre destin. Alors, le plus important dans cette phrase de Nietzsche, la vie est un hiatus entre deux néants, c'est justement que le solipsiste, lui, il peut devenir ce qu'il veut. Voilà. Donc la liberté, pour toi, est une valeur quasi primordiale et première peut-être. La liberté à l'égard du destin. Dans cette évaluation nouvelle que tu mets en place. Disons, la liberté à l'égard du destin. Je n'ai pas de liberté. De liberté, disons, sociale ou d'argent. De libre arbitre, par exemple. Le libre arbitre. Pas le libre arbitre. Oui. Là, il se trouve que c'est un peu comme chez les Indiens, hein, les peuples asiatiques qui forgeaient leur propre destin, il n'y avait pas un canevas des parcs. C'est un peu comme si les parcs avaient abandonné leur travail, leurs besognes. Et que les dieux et les hommes étaient libres de faire ce qu'ils entendent. Maintenant, la limite de la liberté, enfin, en tout cas même du destin, c'est aussi les volontés de puissance qu'on rencontre autour de soi, c'est aussi la limite que les autres nous opposent à notre vouloir, en fait. Voilà. Donc le troisième giron, c'est le giron sisyphien, social. C'est le monde professionnel, c'est le monde de la vie sociale, tout simplement. Et c'est le moment de la socialisation, tout simplement. C'est le moment de la socialisation de soi. Ensuite vient le giron prométhéen du monde. Et là, bon, c'est évidemment l'historicisation et la politisation, disons, de soi. C'est toujours ça, c'est la constitution de soi, etc. Et de l'autre, en même temps, c'est un autre soi. Et puis le giron dionysien, si on arrive à transcender, parce qu'il faut arriver à transcender les girons, des fois on reste entravé dans les girons, donc il faut que le capital, disons, énergétique, cette volonté de puissance soit assez forte pour arriver à traverser tous ces entraves, tous ces murs, ces murs du son, en quelque sorte, puisque c'est musical. Et donc, arriver au dernier giron, on sort du sein de ce Sosus qui est en vérité une matrice externalisée, comme je disais tout à l'heure. Donc en fait, le monde figure comme matrice pour le néotène, qui est un fœtus de singe, selon Volk. Et donc on arrive à la connaissance, tout simplement. Le giron dionysien, c'est le deux fois né, en grec, dionysien. Dionysos, c'était le dieu deux fois né de la cuisse de Jupiter, et évidemment du ventre de Sémélé, préalablement. Donc voilà, là quand on arrive au giron dionysien, si on y parvient, on atteint le ciel. Et le ciel, c'est évidemment l'ontologique des philosophes, le nouménal, l'idéal. Voilà. Donc sur les 5 girons, je peux en parler plus. Faut-il considérer absolument ces 5 girons comme se succédant linéairement, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut supposer que pour quelqu'un qui parvient
au cinquième giron. Les girons précédents, par exemple, le giron social, est définitivement abandonné. Tout à fait, c'est tout à fait juste, c'est que non, effectivement. Il y a cet ombilique, en fait, entre la mère Gaïa, la mère archétypale de toutes les mères, qui nous maintient encore dans les girons. Elle est cette force castratrice, clitemnestrienne, qui vient nous entraver. Et il y a ce fascinus qui est de l'autre côté, qui est cet idéal de puissance qui se perd, qui vient nous en libérer, justement. Alors c'est un peu angélique, un peu mielleux ce que je dis, c'est le père gentil, non, c'est pas ça. Donc la mère va être le sein de l'enfer, et ce désir diabolique, en fait, va être donc entravant, quoi, castrateur. Et c'est évidemment Electre, il faut rappeler aussi pour les femmes, que Electre vient nous aider à tuer, et à couper le cordon, à tuer la mère, et à couper le cordon. Donc là, effectivement, oui, on peut être entravé dans le giron sisyphien social, et tout en même temps parvenir alors, on est partiellement entravé, mais on arrive à transcender quand même. Et on arrive au giron dionysien quand même. Et est-ce que cette entrave partielle et cette transcendance possible ne sont pas finalement dues à la tripartition de l'homme, entre un corps et une âme qui seraient eux ceux que peut entraver la mère, et l'esprit qui lui parvient à atteindre, disons, le ciel dionysiaque ou le giron dionysiaque. Donc ça dépend. Est-ce qu'on peut le penser comme ça? Est-ce que c'est par le corps et l'âme que nous tient encore la matrice, disons, maternelle? Disons que ça dépend quelle définition on en donne. Parce que je considère que justement la matrice, disons l'inconscient matriciel, est le monde spirituel. C'est le monde des fantasmes, et donc des démons, des titans. C'est ce que j'appelle le monde spirituel. C'est un monde qui est dans la caverne du crâne. Et que le monde idéal, en fait, est ouvert au dehors. Et cet ouvert, il n'est pas figé. Voilà, donc si je vois trois mondes, c'est le ciel idéal, le monde sensible, et le monde du dedans, le monde spirituel, des représentations médiates. Oui, en fait, ce cinquième giron, ce ciel supérieur, c'est vraiment comme un au-delà des représentations, c'est ça? C'est un au-delà des représentations, mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait un au-delà des représentations. C'est qu'en vérité, le ciel idéal est aussi une représentation. Ça dépend pour qui, ça dépend pour quel penseur. En fait, le grand opéra est constellé de valeurs qui sont autant de représentations, et que les idées, même platoniciennes autant qu'idéales, les informations empiriques, sont autant de valeurs. Et je considère que dans la musique d'Apollon et de Dionysos, tout fait valeur, donc c'est autant de notes de cet opéra, sauf que c'est des octaves, c'est des degrés. En fait, ces valeurs sont des cantates de puissance chez Nietzsche, où c'est les cannes daliniennes qui vont porter et faire monter. Elles sont ailées parce qu'elles vont nous transporter, en fait, elles vont nous rapter, c'est pas un mot français, mais elles vont nous ravir. Voilà. Et il faut être ravi par les valeurs donc politico-historiques. C'est-à-dire que Dionysos va être celui qui va nous amener vers le géopolitique, c'est-à-dire le monde plutôt terrestre, sensible, et Apollon va être celui qui va nous porter vers le monde des idées. Maintenant, on parle toujours d'une différence ontologique, d'une césure franche entre les deux. Évidemment, ça serait plutôt une pièce de monnaie. C'est les deux faces, les deux revers d'une même médaille. Alors, c'est-à-dire qu'il y a donc que les valeurs sont des essences et des faits en même temps. Ça rejoint la phrase de Nietzsche quand il disait il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprétations. Et que donc ce sont des possibles, ce sont des probabilités, ce sont des intensités, et on les qualifie d'une forme apollinienne, justement. La forme va être apollinienne de la valeur, on va le prêter, mais ce qui compte, c'est l'intensité qu'elle contient. Par exemple, si je défends l'impérialisme, je vais être des valeurs supérieures, et donc ça me donne des sentiments de puissance. Donc il y a des valeurs qui vont donner des sentiments de puissance, qui vont me permettre de transcender justement les
girons, tandis que des valeurs castratrices, justement, comme des valeurs de gauche, le pessimisme, le socialisme, l'anarchisme, c'est des valeurs qui vont entraver dans le giron social, par exemple, ou dans le giron familial, quand on ne va pas s'entendre avec ses parents, ou avec le giron prométhéen, avec les États, un problème avec la réalité, quelque part. Voilà. En fait, la réalité, c'est un réalisme que je défends, un réalisme transcendantal. Je défends la vie, qu'elle soit idéaliste, ou qu'elle soit donc apollinienne, ou qu'elle soit, excusez-moi, qu'elle soit apollinienne ou dionysiaque, spirituelle ou même matérielle. Il s'agit de girons, simplement. On ne peut pas s'opposer. Enfin, voilà, on peut à la fois dire un grand oui, un grand amen, une double affirmation qui va être un non en fait à ce qui va nous faire du mal, nous entraver dans les enfers de l'âme, et ce qui va nous libérer, disons, voilà. Alors tu emploies parfois un terme, je n'ose pas dire un concept, mais celui de Marelle. La marelle, c'est dire quelques mots. Mais la marelle, c'est les 5 girons, tout simplement. C'est simplement, elle va de la matrice, donc disons de la terre, on va dire, la Gaïa, au fascinus, oui. Donc le père ciel. Donc c'est simplement, les girons sont les marches de la marelle. Comme la petite fille qui veut aller vers le ciel. C'est ça, on va vers le ciel. Voilà. C'est sûr que j'ai une tendance à... Petite fille ou petit garçon, oui. Oui, bien sûr. J'ai une tendance à aller vers le ciel, mais je défends aussi la matière, quelque part. Voilà. Les forces en nous, c'est ça le grand style de Nietzsche. Je ne dis pas que j'ai ce grand style, mais je trouve que c'est bon. Ce n'est pas en étant forcément dans un camp, que ce soit le camp des Olympiens ou dans le camp des Titans, donc le matérialisme ou de l'idéalisme. Il s'agit simplement de vouloir cette guerre de puissance, simplement l'intensification de soi. Si un jour Satan, c'est un jeu de mots, Satan vers la matière, qu'à cela en tienne, allons-y. Et le basculement de cette balance, de cette guerre, c'est une véritable balance universelle qui va, qu'à mesure que plus comme on le voit dans la société, c'est-à-dire que plus on va vers la gauche depuis 68, plus ça bascule aujourd'hui à droite, quelques décennies plus tard. Et donc voilà, les extrêmes s'articulent comme ça, s'alimentent. Et les poids des faits divers, en fait, font basculer les choses. Donc pourquoi aller tant vers l'idéal et s'ennuyer dans le ciel et être castré dans une matrice mathématique? En fait, il faut revenir au monde et combattre, enfin, selon moi, toujours, voilà. Être dans cette guerre de puissance, simplement. Et... Sans camp. Oui. Et toujours, parce que c'est vrai que chez toi, la Grèce antique est quand même un vivier d'inspiration, où tu utilises souvent des termes ou des noms qui sont d'origine de la Grèce antique. Et peut-être nous pourrions à présent, peut-être tu pourrais insister un peu sur ce dernier giron, sur ce que tu appelles l'Olympe. Ouais. Comment tu décris cette dernière étape dans la voie de l'édification, ou alors quel est cet acmé finalement de la puissance que serait l'accès à l'Olympe, ou quel rapport entre l'Olympe et l'être humain, cet Olympe? Donc l'Olympe, ça peut être simplement l'ontologique d'Heidegger ou donc la musique des sphères de Pythagore. Elle est constellée par une myriade d'essences, qu'on peut dire mathématiques, donc des nombres. Je dirais, en ce moment, parce que je suis en travail donc, en permanence. Je n'ai pas encore fini, réalisé, accompli mon apothéose olympienne, disons. Et c'est les valeurs qui sont ailées, c'est les valeurs qui sont ailées, qui se tiennent. Et l'Olympe, en réalité, elle est là, elle est partout là. Alors, seulement, il faut arriver à l'atteindre quand on est dans le nihilisme extatique, quand on a traversé, c'est-à-dire le dionysien, le giron dionysien, on arrive à transcender tous les girons. C'est la volonté de puissance qui monte en nous, c'est un instinct de connaissance en même temps. C'est la sortie de cette matrice monde, la matrice sociale. Mais on n'atteint pas, on ne sort pas
de son corps. On n'atteint pas quelque chose d'éthéré. Enfin, voilà, on est toujours avec nos sens et notre corps et ce qu'il y a alentour. Mais c'est l'interprétation qui change. Et dans une âme et un corps, comme dirait Rimbaud. Voilà. C'est toujours dans une âme et un corps. Voilà. Et c'est ce que je dirais, c'est que le monde est notre délire et notre hallucination. C'est que tout est délire et hallucination. Les valeurs, certes on peut les appeler comme ça, mais ce sont des idées délirantes. Que tout est d'idées délirantes dans le langage et la pensée, et que les gens, ce sont des croyants sectaires quand ils sont profanes en tant que religieux, et qu'ils croient en tout sauf en Dieu, en réalité, en tout sauf le principe de toute puissance. Ils croient en ce qu'on leur dit. Ils croient comme des sages enfants, tous, bien que même voyous ou criminels, bandits ou terroristes, ils croient tous à ce qu'on leur dit. Voilà. Et ce que sont des idées délirantes, tout ça. Et ce que nous voyons sont des hallucinations. Les idées délirantes de la pensée et du langage sont dionysiaques. Et les hallucinations sont apolliniennes. Voilà. C'est simplement cet opéra qui est comme ça. C'est un théâtre, c'est pour ça, c'est un théâtre de représentation. Les représentations n'existent pas. Elles existent que comme représentation. Ce sont des manifestations de quoi? De ce principe de guerre qui va déspatio-temporaliser, c'est-à-dire qui va anéantir l'espace et le temps, et qui va représentifier l'espace et le temps. Représenter ou représentifier, les deux se disent, qui va donc, il va y avoir dans ce devenir, cette guerre de puissance, une déspatio-temporalisation et une respatio-temporalisation en même temps. C'est-à-dire l'anéantissement du présent et le retour du présent, instantanément et permanemment, éternellement. C'est l'éternel retour de Nietzsche, que j'appelle la guerre de puissance. Parce qu'il est en même temps, il est intensificateur. Voilà, c'est le principe même de toute chose. C'est Dieu. Cette phrase d'Héraclite qui disait la guerre est père et principe de toute chose. En même temps, ne peut-on pas dire que ces représentations sont tout de même une étape indispensable, voire nécessaire, dans la montée vers l'Olympe? Oui. Si elles sont là, c'est qu'elles ont peut-être leur nécessité. Oui. Donc les délires et les hallucinations dont tu parles, elles ont leur nécessité. Puisque bien sûr, tu ne les prends pas, ces deux termes, dans un sens psychiatrique, mais dans un sens plus métaphysique, plus ontologique, disons. Donc est-ce que ces représentations qui nous habitent en permanence ont un rôle nécessaire tout de même là, dans cette élévation? Il y a donc deux grandes catégories selon moi, enfin, selon d'autres aussi, selon la généalogie philosophique que nous avons depuis pas mal de temps maintenant, depuis au moins les présocratiques. Et même de 2000 ans, oui. Oui, depuis 2000 ans. Donc, il y a donc simplement des valeurs castratrices et des valeurs de puissance. Donc des valeurs qui sont des sentiments de puissance et des sentiments de castration. D'autres qui sont des sentiments de castration. Donc, elles sont les unités de force donc, de droite pour les forces de puissance. Les valeurs de puissance, et donc les sentiments de castration sont les valeurs de gauche. Les unes sont, on va dire, par rapport à ce principe de la guerre qui est solaire, cette guerre éternelle, cette guerre de puissance. Certaines sont taurorales, elles montent vers le souverain bien, toujours pareil, les Grecs, c'est Platon. Puis elles vont aussi descendre. Donc voilà, la manifestation historique ou historiale et politique de la guerre de puissance, c'est ce que Nietzsche et Wagner et Tolkien aussi ont appelé chacun leur truc. Même Hegel a parlé de chemin du soleil. C'est cette manifestation que les civilisations en fait vont et viennent comme ça. Elles montent en puissance vers leur principe solaire. À Tonra, en Égypte, avant en Sumer, à Babylone, elles allaient vers Marduk, toujours le père. Et donc quand le principe est mort, ce fameux mort du père, ce mort de Dieu, Marduk qui meurt, c'est le déclin de Babylone, massacré, éventré, je veux dire, par les Perses, jardin suspendu par terre, et ensuite l'Égypte qui va prendre son essor dans son ascension jusqu'à son apogée, puis sa décadence. C'est cet éternel retour, ce chemin du soleil qui commence à l'est et qui finit aujourd'hui à l'ouest, même en Amérique, après la chute de l'Europe en 1945.
Donc toute l'histoire participe de ce jour éternel. C'est un jour éternel, l'histoire. C'est un jour avec des aurores, des midis, des crépuscules et des nuits. Et là, nous sommes entrés dans la nuit nihilistique. On est rentré dans le sein de Gaïa, de la matrice. Et donc là, j'essaye d'enseigner l'obstétrique transcendantale qui consiste à accoucher, pas comme Socrate, mais accoucher les âmes pour les sortir de Gaïa et pour les faire aller en Olympe. Là, il s'agit de faire aller vers l'ascension solaire, faire aurore. Et donc de faire monter la valeur de soi, la valeur du monde, la valeur des races, la valeur des peuples, toute la valeur de la vie, pour, par exemple, atteindre un degré supérieur de conscience, un degré supérieur de puissance. Ce qu'on peut appeler une apothéose. Alors, c'est évidemment le summum, l'apothéose. Mais en ce qui me concerne, plutôt que d'atteindre le solipsisme, le divin, la prêtrise que je laisse, disons, au peuple sémitique, plutôt, bien que tous les peuples ont participé, évidemment, d'apothéose, comme par exemple le Krishna, qui était comme Jésus, qui avait atteint le divin, le soi, le grand soi, à l'âge dans le musulman. Et Nietzsche, récemment aussi, qui a atteint le divin, il disait « Je suis tous les noms d'histoire, c'est moi, je suis le crucifié, je suis Jesus », évidemment, dans ses dernières lettres. Et non, je préfère le surhomme, pas plutôt qu'être le Christ, plutôt. C'est-à-dire que je préfère atteindre, oui, le Dionysien, mais sans me tourner vers l'Olympe. C'est trop haut, et c'est castrateur. C'est une matrice mathématique, on pourrait dire. C'est quelque chose. On se perd dans le mysticisme. La force est maintenue par le monde. C'est justement quand il y a un plafond et un plancher que nous maintenons. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est dans le monde géopolitique et historique, dans ce champ-là, du ténor et pas du soprane. Voilà, la soprane, c'est féminin. L'Olympe c'est un état atteint, mais il faut se tenir sur cette vulve de la matrice, cette vulve de Gaïa, ne pas se tourner. Voilà, c'est que le père est fiché dans la mer, dans la matrice mathématique, le père est fiché comme un fascinus, donc un vie, dans l'utérus, disons. Enfin, pas tout à fait dans l'utérus, mais bon. Et c'est donc c'est que on n'est pas le père. Ou alors il faut arriver à le devenir. En ce qui me concerne, je ne suis pas. Je ne corrobore pas la thèse d'Allage, de Nietzsche et de il serait déjà beaucoup d'être le fils digne de son père. C'est-à-dire peut-être on pourrait non pas conclure, mais terminer avec l'idée peut-être que je te lance, disons de ce que tu défends, finalement, le fils serait celui qui trouve la juste dialectique, le juste, je cherche le terme musical mais je ne trouve pas, finalement, résonance entre la terre et le ciel, entre l'esprit et la matière, entre Lucifer et Satan, ou entre Dionysos et Apollon. Le fils serait celui peut-être qui, voulant devenir père à son tour, se maintient indéfiniment dans son statut de fils, mais tout en entrevoyant déjà la possibilité, tout de même, dans un peut-être, alors ça c'est aussi une question que je te pose, est-ce qu'il y a un post-mortem dans ta vision de l'être humain, c'est-à-dire du destin de l'être humain? Est-ce qu'il y a un destin qui continue post-mortem? Disons que oui, c'est que le corps et tout ce que nous en savons sont des hallucinations. Et qu'il reste ce ciel. Comme il y a la terre, il y a le ciel. Et ce ciel, c'est un monde quantique. Mais bon, les
quantas sont de 10 puissance moins 32 cm. Donc aujourd'hui, on est en train d'aller jusqu'à l'information en soi. C'est l'information en fait ontologique, c'est le ciel, qui va être soi-disant, selon les scientifiques, à la surface de l'univers ou de multivers, et qui va projeter un intérieur holographique, donc un hologramme en 3D, donc par l'information en soi. C'est-à-dire que ça rejoint le monde des idées qui va projeter des phénomènes. Voilà. Donc il y a obligatoirement partout, c'est-à-dire il y a ça chez Platon, je vais le dire, il y a ça chez Pythagore, ce monde, cette musique des sphères, ce monde ontologique. Donc il y a de fait des équations ailées, des valeurs ailées qui existent vraiment, mais comme essence. Les représentations, ce sont des faits essence. Et ce sont des entités existantes, mais pas de façon... Voilà, c'est que le propre de cette époque, c'est le matérialisme. Et elle ne jure que par le matérialisme. Elle ne croit qu'en la matière, et si ce n'est pas de la matière, si c'est éthéré, si c'est dynamique et des flux, des énergies, et des nombres, enfin des nombres, c'est quelque chose d'impossible à se représenter. Si vous voulez. Voilà, c'est pas des nombres écrits sur un tableau, c'est pas voilà. Et donc ça, c'est ça qui existe. Ce qui va déterminer tout ce que le cerveau, comme on le dit en neurosciences aujourd'hui, on peut s'imaginer ça aussi, c'est le cerveau qui va filtrer justement ces informations en soi, ces essences, et qui va donc produire l'univers tel qu'on le connaît. Ça, c'est le monde apollinien en fait. Tout ça, c'est la mystification, le rêve du monde dans lequel nous vivons, c'est cette matrice. Et le monde des essences, cet Olympe, en fait, existe en soi, et il n'y a que l'Olympe, justement. Il n'y a que l'Olympe. Et c'est le monde dynamique des essences, des équations ailées qui sont des puissances, qui sont des puissances célestes, des puissances supérieures. Et donc, évidemment, oui, la chair n'est rien, le corps n'est rien, il n'y a qu'une équation déterminante qui me fonde. Et cette équation-là, comme le théorème de Pythagore depuis 2000 ans, existera toujours. Même si ma chair disparaît, cette équation qui me détermine restera toujours. C'est ce que l'on appelait. Alors l'âme, ça va être ce lien entre les deux. Voilà, simplement. C'est Giron, on l'appelle. C'est un Marel entre l'équation déterminante, alors là, après s'il y en a une, c'est le multiple déjà Héraclite, donc il y a une ou plusieurs qui me déterminent. C'est là que j'avais mis l'hypothèse d'une Olympe avec les 12 Olympiens, donc c'est pour ça que je parlais d'Olympe, parce que je considère qu'autour du Dasein, dans l'invisible, il y a donc une dimension, il y a donc un plan orthogonal avec un haut, comme un multivers, en fait, avec des mondes parallèles et des mois parallèles qui les fondent, avec d'autres mois parallèles, donc avec d'autres possibles, et donc 12 comme ça, 12 dimensions, et avec un archétype à chaque disons, impossible extrémité, c'est-à-dire infiniment situé, dans donc, un ensemble, donc une variété multiverselle ou panique, disons, ou olympienne de mois parallèles, et dans l'invisible. C'est-à-dire que voilà, c'est là. Comment penser l'infinité, l'éternité, sans concevoir des choses qui sont considérables. Voilà, donc je considère qu'il y aurait Arès à droite, Athéna à gauche, par exemple. Ça, c'est des hypothèses. Là, je travaille sur cette Olympe. Ça fait partie de tes recherches en cours encore. Oui, mais je vous dis, je préfère quand même me tourner vers le monde prométhéen plutôt que l'Olympe. Oui. Voilà, c'est castrateur, en fait. Parce qu'on n'est plus dans le monde. Voilà. D'accord. C'est la réalité, mais elle est supérieure. Voilà. Et le monde n'est pas à ce degré. Bien, Stanislas, je te remercie. Merci. Et je dis à nos auditeurs et spectateurs à bientôt pour une prochaine intervention, rencontre à venir. Au revoir.